Bonjour, aujourd'hui nous recevons sur la web TV de la Glorieuse Aimé Mallet. Bonjour Monsieur Cuche. Donc soyez le bienvenu. Merci. Donc pour vous présenter Aimé en deux mots, Aimé donc est le co-animateur de notre chaîne YouTube. D'habitude, il est de l'autre côté, c'est lui qui filme et qui fait le montage donc le montage de la web TV. Il est aussi co-animateur depuis 1997 du Café Philo à Montpellier et c'est pour cela que nous lui avons demandé de passer de l'autre côté de la caméra. Tout à fait. Donc Aimé, joli prénom. Ah, c'est pas moi qui ai choisi. Je vous drague pas. Je n'en doutais pas. 72 ans, né à Clermont-Ferrand, depuis 1968 à Montpellier, études de psychosociologie philo. Psychosociologie. La philo, c'était avant la fac et après la fac. D'accord. Donc, a commencé sa carrière comme chauffeur de bus. Oui, entre autres, l'usine Perrier aussi à la chaîne. L'usine Perrier à la chaîne. Voilà. Donc, plusieurs... une période un peu d'agitation. D'agitation, dans quel sens? De grève, de... Non, à Perrier, on travaillait, hein. C'était sérieux. Ouais. C'était rigolo à la fac, la grève. Mais après, quand on travaille, c'est moins rigolo. Bon, surtout un grand passionné d'archéologie et de sciences de la Terre. Ça, c'est vrai. Donc, pourquoi cet attrait du monde souterrain? Ah, je pense que c'est lié à mes origines auvergnates. J'étais près d'un volcan quand j'étais gamin et j'avais lu Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Et je cherchais dans les volcans qui étaient à côté de chez moi l'entrée pendant que mes petits copains, qui étaient tous très catholiques, allaient au catéchisme. D'accord. Voilà. Bon, vous cherchez, mais vous savez que l'entrée du volcan est en Islande. Tout à fait, mais... Je l'ai visité. Mais j'avais mes chances. Ah oui. Je pensais. Mais plus tard, quand je suis descendu dans le Midi, j'ai compris que c'est dans les calcaires qu'il y avait des grottes. Ouais. Et de l'archéologie et des grottes, etc. Et, tout. Et vous avez trouvé donc le chemin pour aller au centre de la Terre? Au centre, non, mais en quelque sorte un centre personnel pour trouver philosophiquement qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, oui. D'accord. Donc vous êtes à la base aussi de la découverte de certaines grottes. Oui. Dans la région. Oui. Bien sûr. Vous pouvez nous dire lesquelles? J'ai participé à des explorations dans une grosse résurgence qui se trouve à côté de Saint-Jean-de-Buège, le Garel, des grottes préhistoriques trouvées, fouillées dans la haute vallée de la Cèze, dans le Gard. Voilà, des cavités sur le sud de l'Arzac aussi. Bon, donc pas mal d'activités, comme vous pouvez voir, la philosophie des grottes, et aussi la gestion de la maison Pays de l'Hérault, qui se trouve sur l'aire du Quélard, sur l'autoroute A75. Oui, tout à fait. Voilà, maison de pays où on trouve les richesses du pays. Le meilleur, en tout cas. Le meilleur de l'Hérault. Des producteurs de l'Hérault et des régions frontalières. Voilà. Et il travaille aussi au niveau des recherches en milieu karstique, les nappes souterraines, les problèmes d'enfouissement. Oui, on a travaillé. J'ai un bureau d'études donc, qui a été missionné pour voir l'impact éventuel des tremblements de terre dans la basse vallée du Rhône en cas d'enfouissement de déchets nucléaires, ou sur les ressources en eau au nord de Montpellier. Et actuellement, j'ai un collègue qui travaille dans le sud-africain sur la datation des hominidés qui sont en Afrique du Sud, qui sont datés de 2,6 millions. D'accord. Donc, on peut dire que vous travaillez dans les loisirs. Donc, les loisirs, c'est votre travail. Absolument. Qualité, actif, manuel et intellectuel. Défaut? Aucun défaut. Si, quand même. J'ai réfléchi à cette question. Vraiment, je n'ai pas trouvé. C'est très difficile. Il y a que les autres. C'est incroyable. Non, mais tout le monde a des défauts. Tout le monde a des défauts. C'est probable, mais il faut le demander aux autres, pas à moi. Pas... Bon, alors on va partir sur la une du 906. Donc une actualité chargée. À la une, Citizen Mestre et la dérive des tribunaux. Voilà l'histoire d'Orchestra. Nous avons enquêté du côté de l'île Maurice, des factures de pénalité, des paradis fiscaux, de l'exemplarité. Voilà. Ensuite, un article sur À l'Ouest rien de nouveau, l'enfer des bouchons, il raconte. Un grand classique à Montpellier.
Ensuite, donc un sujet sur la gauche de la gauche, les régionales, la Fédération d'Occitanie, l'Union des gauches, avec l'eurodéputé, la France insoumise, Emmanuel Bompard, que nous avons interrogé dans le journal. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour ces régionales? Et aussi un autre gros sujet qui agite un peu là, tout le monde en ce moment, les MNA, toujours sur la sellette, quand la philanthropie humanitaire rime avec la délinquance. Actualité chargée. Comme d'habitude. Étant un lecteur fidèle de la Glorieuse, je me félicite toujours que ça soit changé. Bon, avec la fermeture des cafés, vous allez vous réunir où? Je sais pas, pour le moment, on va voir avec. Nous nous réunissons tous les mercredis au Dôme, donc on va voir avec le patron du Dôme quels sont les. Lui, c'est pas un café, c'est une brasserie, c'est un restaurant. Hein. Oui. Donc c'est pas tout à fait pareil. Quoi. Donc on va discuter avec lui demain pour voir comment ça se procède. Sinon, on procédera autrement. On n'a jamais arrêté depuis 1997. Donc, Durant le confinement, vous avez arrêté le café philo? oui, on l'a suspendu pendant un petit moment, puis vers la fin, ça nous démangeait trop, donc on a trouvé une alternative. Vous êtes réunis dans des caves, secrètement? Évidemment, la caverne de Platon, c'est connu. Dans des caves ou dans des grottes? Non, pas dans des grottes. Dans les grottes, il fait froid et c'est humide. Les caves peuvent être à Montpellier très agréables. Ouais. C'est le désert du café philo. Le désert, bon, la traversée du désert, non, je pense pas. Il faut pas y rester longtemps, c'est sûr, mais c'est un apprentissage. Bon, vous êtes le 160e invité de la Glorieuse. Ah, très bien. Je les ai comptés. C'est parfait. Quel a été l'invité le plus philosophe? J'ai pas suivi tout. J'ai pas tout suivi. Donc je peux pas dire. Purement philosophique, des fonctionnements philosophiques, franchement, j'en ai pas trouvé. Voilà. Bon. Le plus vrai? Le plus vrai, si je le dis, ça va faire frémir les oreilles de nos auditeurs, de vos auditeurs et spectateurs. J'ai trouvé, alors ça va être terrible parce que je me grille d'entrée, Jamel Boumaz. Oui. Voilà. Parce que je crois que c'est quelqu'un qui est fondamentalement sincère et qui, dans cette société qui est plate, fournit un élément de provocation indispensable. Je crois que il est comme les philosophes anciens qui pratiquaient la provocation. Quoi. Le philosophe qui dit à Alexandre, ôte-toi de mon soleil, quoi, dégage. Quoi, voilà, c'est cet aspect un peu. Et puis il se revendique du milieu ouvrier, il est lui-même ouvrier. Il n'est pas d'origine française et il dit mais on est tous pareils, donc je vois pas quelle est la différence, etc. Et tout. Donc je pense qu'il y a beaucoup de provocation dans ce qu'il dit, mais une sincérité très profonde. Certains n'avaient rien à dire. C'est exact. C'est exact. Vous vous souvenez de certains, non? Oui, bien sûr. Je n'ai pas le nom en tête, mais c'est quelque chose qui me surprend toujours, qu'on puisse occuper la porteuse sans rien dire. Qu'on puisse occuper? La porteuse. Ouais. Comme à la radio, il faut qu'il y ait tout le temps qu'il y ait du bruit ou un supermarché. Si ça, quand ça s'arrête, les gens sont surpris. Vous pensez à qui, là? J'ai pas de nom. J'ai une faible mémoire pour les noms, mais il y a 2 ou 3 personnes qui sont venues ici, à ma place, et au début ou à la fin, il n'y avait rien. Enfin, pour moi, il n'y avait rien, en tout cas. Alors, bon, avant les municipales, on va pas revenir sur tous les candidats qu'on a invités ici. Donc, on a eu... l'ancien maire là, nous a fait défaut. Nous avons eu 2 fois le candidat Altrad et 2 fois le candidat Michael Delafosse. Comment avez-vous trouvé les prestations du candidat Michael Delafosse? Au niveau philosophique, hein, oui. Alors, le problème, c'est de distinguer les paroles et les faits. Ça, c'est évidemment. Celui qui avait le discours, évidemment, le plus construit, c'est Michael Delafosse. Et même l'interview qu'il a fait ici, je trouve, était un discours de quelqu'un qui dominait le sujet et qui dominait l'animateur. Oui, c'est comme ça. Ça arrive. On n'est pas tous les jours très bon. Non, c'est pas tous les jours, mais là, vous aviez trouvé un maître. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Bon, voilà. Après, un maire, bon, je dirais un élu, c'est les actes. Donc, tout ce qu'on dit, quand on s'occupe de la chose publique,
c'est aux actes qu'on peut le juger. Donc, je- j'en reparlerai plus tard. Si vous m'aurez invité, quand on fera un bilan, je dirais, tiens, là, il y a un problème. Mais sur le plan philosophique, je pense que c'était un discours très construit, très élaboré, très bien. Donc votre activité café philo, c'est culturel ou c'est loisir? Pour moi, la philosophie a toujours été du loisir. Je n'en ai jamais vécu. Le café philo ne rapporte rien. Ce n'est pas une association, ce n'est pas une structure, il Non, n'y a mais pas de président. c'est culturel ou loisir? Pour moi, c'est les deux. D'accord. Parce que les loisirs peuvent être culturels. C'est pas Bien être à sûr. Palavas, on se met sur une chaise longue, les pieds doigts de pied ouverts. Ça peut être ça. Si vous lisez Spinoza Oui, sur le bord de la plage, on peut dire Spinoza, oui, bien sûr, oui. Mais c'est quand même mieux de partager ce qu'on lit sur Spinoza avec d'autres. C'est ça aussi la philosophie, c'est quand même le dialogue. C'est... sentez-vous un besoin de philosopher aujourd'hui? Non, absolument Pourquoi? pas. Absolument pas, parce que petit à petit, nous nous sommes habitués à des philosophes de rayons de supermarché. À Par exemple. Bon, Onfray, Bernard-Henri Lévy, à son époque, Glucksmann avant, etc. Et tout. Une bien-pensance. Ils ont quand même, enfin, Onfray a quand même du fond, quoi. Alors, Il dit des choses qui sont. je ne sais pas ce qu'on appelle le fond. Je pense que Onfray, j'ai lu et écouté Onfray, c'est quelqu'un qui a une dimension culturelle très importante. Voilà. Il a une puissance culturelle importante. Après, ce qu'il fait de cette culture et comment il traite cette culture pour faire de la philosophie, c'est autre chose. Et là, je suis en désaccord avec lui sur beaucoup de points. Et faire un journal, faire une télé, faire un fil Facebook ou Bon, Twitter, c'est pas. je dirais que c'est logique de la part d'un philosophe s'engager dans la vie de la cité. Bon. Est-ce qu'un philosophe doit s'engager dans la vie de la cité? Ben, s'il ne le fait pas, pour moi, c'est pas un philosophe. Enfin, je veux dire, il y a deux Non, mais types lui, de... il s'engage. Oui, très bien, mais après, il y a des philosophes qui se sont engagés dans l'état de combat. Ça ne veut pas dire, parce qu'on s'engage, qu'on est bon, ou qu'on est du bon côté. Hmm. Dans le passé, on a des philosophes qui se sont engagés et qui étaient quand même dans des bords plutôt... regardez Maurras, regardez Rosenberg, regardez des gens comme ça. Bon, Bernard-Henri Lévy, par exemple. Bernard-Henri Lévy, oui, c'est pas mal, oui. Ben, lui, bon, il a été démontré X fois que c'était un escroc, qu'il avait inventé ces trucs, qu'il s'est fait démonter, bon, c'est bon, quoi. Plus c'est tarte à la crème, c'est bien. Bon, il faut lui dire merci pour la Libye, peut-être. Est-ce que c'est bien de se faire entarter quand on est un philosophe? Et qu'on se prend au sérieux et qu'on pérore toute la journée sur des choses d'autres? Écoutez, moi je pense que c'est bien à un moment donné d'avoir un retour de bâton qui est léger, parce que en plus la crème on peut la manger, quoi. Bon, c'est pas un coup de bâton. Donc c'est un petit signal qui à mon avis, est intéressant. Et pour lui, c'était faible. Je trouve qu'une tarte c'était faible, quand même, très faible. Quel est le regard d'un philosophe sur le monde politique? Du café philosophie sur le monde politique? Vous en parlez ou vous êtes... Bien sûr, bien sûr. Si on n'abordait pas la philosophie au café philo, La politique. la politique, pardon, au café philo, on est dans l'actualité, on est des hommes de chair et de sang, donc on est inclus dans une histoire philosophique importante, mais on est inclus aussi dans le présent avec ce qui se passe. Donc, parler de politique, ce qu'on pense de la politique, aujourd'hui. La politique en philosophie, c'est un vieux débat. C'est même le début du débat philosophique. Parce que les philosophes, ils ont réfléchi très tôt, dès le 7e siècle avant notre ère, chez les Grecs, à l'organisation de la cité, comment ça devait fonctionner. C'est eux qui ont posé les jalons, c'est personne d'autre. Les jalons théoriques. D'accord. Et là, aujourd'hui, on est dans une application qui est en ligne directe de ce qui s'est passé au 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors, hélas, non, je dirais, sur le plan théorique, non, puisqu'on en est resté maintenant aux visions de Hobbes, d'Adam Smith, c'est-à-dire aux fondateurs idéologiques du capitalisme moderne. On en est resté là. Si on avait gardé, si on s'était inspiré des Grecs, et d'autres aussi, mais des Grecs surtout, au début, je pense qu'on aurait suivi un autre chemin. Mais bon, les philosophes... Il y aurait quoi, par exemple? Moi, il y a un auteur qui m'intéresse, c'est pas Platon. Hein. Tout le monde a un sens Platon, je sais pas pourquoi. Bon, probablement parce que les chrétiens ont reconnu en lui le premier des leurs, puisqu'il a parlé de l'âme et qu'il a séparé le corps et l'âme. Donc pour moi, c'est un philosophe grec qui s'appelle Anaximandre, qui vivait au 6e siècle avant notre ère, et qui a commencé à dire que les mythes, c'était le problème des dieux, mais que les hommes étaient mortels et que c'était sur Terre que les choses se passaient. Qu'il constatait que l'univers était un univers harmonieux,
dans la mesure où il y avait des planètes qui ne tombaient pas sur la tête, que donc il y avait des forces qui se repoussaient les unes les autres, mais en harmonie, tout ça tenait. Et donc il avait imaginé une société et des cités basées sur ce qu'il appelait l'isonomie, les mêmes normes pour tout le monde, où les hommes auraient pu vivre dans des quartiers en harmonie. Ce qu'il souhaitait, c'est retrouver cette harmonie du cosmos et la mettre dans les hommes. D'accord. Entre autres choses. Et il avait parlé des grottes, non? Non. Non, pas des grottes. Non, pas des grottes. Être en Grèce et vivre dans des grottes, ça serait quand même cruel, quoi. Ouais, j'avais oublié. Dans quel régime d'Aristote classeriez-vous l'exercice du pouvoir dans le Clapas depuis 1977? Pardon, par rapport à? Dans quel régime d'Aristote? Dans le Clapas? Oui. La façon dont on est gouverné à Montpellier depuis 40 ans. Mais je crois que on est gouverné comme ça depuis très longtemps. Comment? En Europe, on est gouverné comme ça depuis très longtemps. Très très longtemps. Et je crois que depuis probablement la Renaissance, on est gouverné comme ça. Celui qui a le mieux théorisé, lui aussi on a tordu, c'est Machiavel, quoi. Mais Machiavel n'a pas dit ce qu'on lui fait dire, donc je dirais que les cités d'aujourd'hui, leur problème, c'est qu'elles sont dirigées, elles sont composées de citoyens, mais qui sont dirigés comme des choses et pas comme des hommes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont mis le bulletin dans l'urne, pendant 5 ans, 7 ans, je ne sais pas combien, pratiquement ils n'existent plus. Ou alors on a des comités bidules qui sont reliés directement au pouvoir d'en haut et qui ne font que aller de haut en bas et jamais de bas en haut. Quel est le philosophe qui est le plus d'actualité? Alors j'ai mis 3 choix. Platon, Machiavel ou Marx? Alors Platon, j'ai déjà dit mon sentiment, donc je l'élimine parce que... je l'élimine. Si on doit se référer à la situation actuelle, je dirais Platon, c'est super. Parce que dit Platon? Il dit il y a des couches sociales qui sont toujours pareilles, les paysans naissent de la boue, les militaires naissent de l'airain, le fer, et puis les rois et les philosophes naissent de l'or. Et ça ne doit pas changer. Et en plus, pour que la société tienne, il faut qu'il y ait un mensonge nécessaire qui soit distribué aux citoyens. Donc je dirais que le régime aujourd'hui qui s'applique le plus, c'est le régime platonicien. La République selon Platon. Mais quand on lit la République de Platon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'élimination des infirmes, des faibles, des tarés, tout ça et tout. Il faut une élite. Et les philosophes doivent être bien sûr à côté des rois ou devenir les rois. D'accord. Voilà. Donc pour moi, effectivement, l'époque actuelle, on me rappelle plutôt la République de Platon, hélas. Et Machiavel et Marx alors? Alors, Machiavel, tout le monde se réfère au prince. Et on dit, il donne des conseils au prince pour massacrer le peuple. Pas du tout. Il faut lire l'autre ouvrage de Machiavel, de Cité, c'est la première décade de Tite-Live, où Machiavel dit que si les gouvernants ne respectent pas la vertu, ce qu'il appelle la vertu, la virtu, à ce moment-là, le peuple a le droit et le devoir de l'insurrection. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gouverner un peuple qui ne serait pas en accord avec le prince, mais à condition que ce prince respecte les valeurs du peuple. Et donc, la partie de la première décade de Tite-Live du prince, c'est là où il parle des rapports du prince avec le peuple et du peuple avec le prince. Et ça, c'est très intéressant. Marx, c'est bien sûr un stade beaucoup plus éloigné dans l'histoire, puisque c'est le plus proche de nous et dans une période économique qui est la nôtre. Donc lui, ce qu'il imagine, c'est à terme, dans le long terme, ce qu'il appelle le communisme, c'est la disparition de l'État. Arrivé à un moment où, en ce sens, il rejoint Anaximandre, où il veut que dans un temps futur, il y a un temps intermédiaire, dans un temps futur, il y aura le communisme, ce qu'il appelle le communisme, où les hommes sont capables de s'autogérer. Ça donne bien sûr une conscience individuelle importante. Mais il y a un stade intermédiaire qu'il a reconnu et écrit et décrit après la Commune de Paris et le massacre de la Commune de Paris, qui s'appelle le socialisme, et que lui a appelé la dictature du prolétariat, c'est-à-dire qu'il y a une classe à un moment donné, quand elle a pris le pouvoir, elle doit serrer la vis aux autres. Voilà, alors, donc les philosophes ont été les conseillers des princes pendant très longtemps, très très longtemps, et aujourd'hui on a basculé vers un autre mode de conseiller que sont les communicants.
Pourquoi? Pourquoi on est passé des philosophes aux communicants? Alors, est-ce que les philosophes qui étaient au pouvoir n'étaient pas déjà des communicants? Quand, C'est vrai. quand le président de la République, le président du Conseil, après la guerre de 14-18, appelle Bergson dans son bureau, Bergson, grand philosophe du début du XXe siècle, il lui dit, Monsieur Bergson, est-ce que vous pourriez nous faire une morale pour l'époque à venir? Et Bergson lui dit, Monsieur le président du Conseil, donnez-moi une semaine et je vous fais une morale, quoi. Voilà. Donc, être philosophe, c'est pas une qualité intrinsèque d'honnêteté. Donc, Il a fait la morale de l'après-guerre. alors, il n'a pas fait, il a fait autre chose, mais bon, ça ne me plaît pas plus que ça. Mais bon, on lui a demandé, il était prêt à le faire, d'accord? Bon, il est évident que la morale de l'après-guerre, c'est pas la morale d'aujourd'hui, etc. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui nous servent une autre morale, c'est tout. C'est quoi la morale du Covid? La morale du Covid, Oui. bah, essentiellement, c'est la peur. Enfin, il y a rien qu'à côtoyer nos concitoyens aujourd'hui. L'autre représente la mort. Donc on se masque, quoi. Tout ça, c'est quand même terrible, quoi. Et en plus, cette perte, je trouve, d'identité, d'avoir un masque, on ne voit plus que les yeux, quoi. Et ça, moi, j'ai des collègues enseignants qui m'en parlent, c'est dramatique, quoi. Quand les enfants ne voient plus l'expression du prof et quand le prof ne voit plus l'expression des enfants ou des étudiants, c'est terrible, quoi. On va passer sur Jaurès, là, qui était aussi un peu philosophe. Oui, un peu, On peut oui. le dire. Oui, on peut le dire. Merci. Il a écrit une thèse sur la réalité du monde sensible. Oui. Vous la connaissez? Non. Est-ce que, à votre avis, cela a influé sur le débat politique? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que Jaurès, avec son engagement politique, a fait ce qu'il a pu pour éviter une guerre, mais ses idées générales, philosophiques et politiques... Des idées généreuses ou générales? Générales. Généreuses. C'est facile de faire la morale, d'être généreux. Ça coûte rien d'être généreux en parole. Mais ces idées ont marqué le siècle, mais elles n'ont pas marqué l'histoire. Dans la mesure où son combat, ce combat, bon, il a été interrompu par son assassinat, certes, mais de toute façon, regardez comment les peuples d'Europe sont partis à la guerre et comment on les a fait partir à la guerre. Avant, on avait détruit les syndicats, on avait détruit beaucoup de choses, des partis, et Jaurès tout seul ne pouvait pas redresser la barre, quoi. Ça, Je vais revenir à l'actualité. Là, par exemple, avant, les ministres ne communiquaient pas ou peu au 19e siècle et avant, pendant de longues années. ouais. Enfin, à part peut-être Napoléon qui avait compris que la communication c'était pour construire sa légende en fait. Peut-être les rois aussi un petit peu. Mais aujourd'hui, pourquoi les hommes politiques, à l'image d'un Patrick Vignal, député, qui est presque tous les 2 jours sur BFM TV, pourquoi ce besoin de communication? Alors, moi, je ne sais pas trop ce qu'on appelle communication, dès lors qu'on utilise un système informatique qui limite à quelques signes ce qu'on exprime, et dès lors que sur les plateaux de télévision, on est limité, contrairement à la Glorieuse, à 1 minute 20, 1 minute 30. Enfin, j'ai fait plusieurs fois des plateaux de télé, donc, je ne sais pas comment on peut communiquer. Je pense qu'au Café Philo, on communique parce qu'il n'y a pas de limitation dans le temps ni d'exigence. Quand on est régi par des exigences techniques, comment on peut exprimer une pensée dans un tweet? Je sais pas. Moi, là, je parle d'intervention quand même un peu plus longue, de communication, vous avez 2-3 minutes, quoi. Mais 2-3 minutes, qu'est-ce qu'on dit en 2-3 minutes? Je sais pas. Politique, des gens qui s'occupent de la chose publique et qui seraient capables en 2-3 minutes d'exprimer quelque chose de cohérent, non, c'est ce qu'on appelle le buzz, on remplit l'espace, on occupe la porteuse pour qu'on soit saturé dans les médias d'un discours soi-disant politique, parce que les gens qui parlent se disent politiques. Mais est-ce que ce sont des politiques? Je ne pense pas. Le citoyen a gagné quoi entre des conseillers, des hommes politiques, philosophes au 19e siècle et depuis 20-30 ans qu'on a basculé dans la communication à outrance? Les citoyens, ils n'ont rien gagné, je pense qu'ils y ont perdu, dans la mesure où les intellectuels, je ne dirais pas les philosophes, les intellectuels, en général, qui sont allés auprès du pouvoir, quelque pouvoir que ce soit, de droite, de gauche, ils ont formé
une idéologie, ils ont formé un corpus théorique qui sert à la société, qui sert aux politiques pour animer la société. Donc les citoyens, ils perdent beaucoup. D'autant plus qu'à côté de ça, la télévision, ce qui domine majoritairement, c'est le divertissement. Donc s'il y a des spécialistes de la communication, c'est-à-dire de la propagande, et de l'autre côté des spécialistes du divertissement, quand le mec il revient du boulot et qu'il s'est tapé 2 heures de bouchon, tout ça et tout, il regarde le divertissement, quoi. Revenons au Café Philo, vous avez dit où ça se passait. Oui, alors on est reçu très aimablement par le DOM, qui est très connu, une institution à Montpellier, qui accueille tout le monde. On s'est réunis tous les mercredis soirs pendant 2 heures à peu près. À partir de quelle heure? À partir de 20h30 jusqu'à 22h30 à peu près. Est-ce que vous... Pardon? Oui, vas-y. Non, mais... Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 sujets à venir? Ah oui, j'ai amené le programme, puisqu'on a un programme quand même. Par exemple, après-demain, mercredi, la guerre est-elle la continuation de la politique par d'autres moyens? Grand classique. Oui, si on veut, oui. D'habitude, c'est une affirmation, alors que là, c'est une question. Ah oui, c'est vrai. En philosophie, c'est plutôt la question qui compte. Mercredi 28, où va-t-on? Voilà, c'est ouvert. Hein. Où va-t-on? Voilà. Le 4 novembre, alors parfois on se réfère à des auteurs. Là, c'est Georges Bataille, et nous allons travailler sur une citation de Georges Bataille. Avons-nous à choisir entre une existence inconditionnelle et un esclavage sans fin? Ah ben, grand sujet. Alors, c'est des sujets qui sont proposés par le public, hein. Ce ne sont pas des sujets que nous inventons. Les animateurs du Café Philo ne sont pas des directeurs de conscience, ils sont uniquement là pour réguler la parole de la salle. C'est le public qui a la parole, c'est le public qui vote les sujets. Est-ce qu'il y a du monde? Oui, alors, c'est fluctuant. Ça dépend des sujets, ça dépend de la météo, ça dépend des matchs de foot, ça dépend des émissions de télévision. En moyenne? En moyenne, ça fluctue entre 50 et 20. D'accord. Voilà. Y a-t-il des philosophes? Ah, bonne question, Charles. Merci de m'avoir posé. Nous sommes dans une ville universitaire où il y a plein de philosophes, de métiers, Oui. des fonctionnaires de la philosophie. Eh bien, depuis 23... C'est des fonctionnaires de la philosophie. Oui. Bon, des profs de philo. C'est pas une insulte de dire que les gens sont fonctionnaires. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, ils sont payés pour faire de la philo. J'aimerais bien. Bon, voilà. Mais je peux pas. Donc, depuis 23 ans, nous n'avons jamais eu aucun prof de philo, de fac ou de lycée qui soit venu au Café Philo. Et l'explication est simple, c'est qu'un professeur de philo pense qu'il est philosophe et qu'il a la parole prééminente et prédominante dans une assemblée. Et en plus, à la suite d'Onfray d'ailleurs, les profs de philo considèrent que le Café Philo, c'est négligeable et qu'on n'y fait pas de philo, puisque déjà c'est un café, donc c'est plutôt café du commerce que café philo. Donc ils ne viennent pas. Et je le regrette, parce qu'ils devraient penser qu'en dehors de leurs étudiants ou leurs élèves, ils ont une mission peut-être à accomplir auprès du peuple qui a jamais fait d'études, parce que nous n'avons pas d'intellectuels qui viennent au Café Philo. Hein. Je crois qu'ils devraient penser à ça. C'est un peu comme les universités populaires à Donfray, où justement là c'était pour éduquer le peuple. Est-ce qu'on éduque le peuple? Oui. Non, le but c'est pas d'éduquer le peuple, c'est de donner des outils, des clés pour comprendre. C'est-à-dire quand on dit quelque chose, argumenter, démontrer. Aujourd'hui, on est chaque fois dans des positions extrêmes où les gens ils affirment des choses, des opinions. On est dans l'opinion actuellement dominante. Et c'est le Café Philo depuis 23 ans, c'est dire aux gens, voilà, sortez de l'opinion, essayez d'expliquer. On peut tout entendre. On a tout eu au Café Philo. Mais expliquez-nous, démontrez ce que vous dites. C'est ça qui nous intéresse. C'est ce que Socrate appelait la maïeutique. Enfin, c'est l'accouchement des idées, quoi. Ne pas rester sur un truc, voilà. Ça devrait être dans ces périodes de clash sur les réseaux sociaux. Oui. Ça devrait être... les cafés philo devraient peut-être être recommandés par la sécurité sociale. Sinon remboursés. Pour rembourser les consommations des personnes qui viennent. Pour que les gens s'apaisent, pour qu'il y ait un peu d'apaisement. Alors, et pour qu'ils se posent des questions. Je pense que faire de la philo, c'est de l'apaisement, oui, d'un côté, mais c'est aussi une polémique. C'est un dialogue qui doit être vif. Si c'est un dialogue plat, alors je pense que si machin maintenant, tu vois bien que des fois ça clash au Café Philo. Parce que les idées, pour qu'il y ait de la lumière, il faut que ça frappe. Est-ce qu'il y en a qui se lèvent et qui partent?
C'est arrivé. Ouais. Rarement, c'est arrivé. Mais généralement, c'est des gens qui sont sur des certitudes tellement profondes dans leur tête qu'ils ne peuvent pas admettre qu'on dise autre chose. Alors, est-ce qu'on peut débattre de tout? Oui, absolument. Alors là, Alors, nous avons débattu de tout. alors bon, ça dépasse un peu le café philo, mais enfin, c'est star de la télé, entre guillemets. Il y a eu une polémique il y a 2 ans, le cercle Mozart avait invité Zemmour, et il y a une partie du cercle qui s'est désolidarisée en disant qu'on ne pouvait pas débattre avec lui. Alors, expliquez-moi si on peut débattre, oui ou non, avec Zemmour. Je dis oui. Parce qu'au Café Philo, nous avons des gens de extrême droite, des copains de Forisson, qui sont venus. Plusieurs fois. Forisson, négationniste bien connu, qui est décédé depuis, bon, qui sont venus et ils ont eu la parole. Mais évidemment, il y a des gens en face qui avaient la parole aussi. Moi, il faut débattre. Si on ne débat pas, qu'est-ce qu'on va dire? On met Zemmour en prison, on l'empêche de parler. Qu'est-ce qu'on fait? Où on est? On se dit démocratique. Et on interdirait la parole à M. Zemmour ou à Mme Le Pen ou à M. Mélenchon parce que c'est des extrêmes. Alors, ce sera un entre-soi d'entre gens qui ont une bien-pensance. Non, le cercle Mozart, il avait raison. Et si les gens sont partis, c'est qu'ils ne sont pas aptes au débat et qu'ils ne sont pas démocratiques. Tout est audible. Ça ne veut pas dire que je donne raison à M. Zemmour. Est-ce qu'on peut tout dire? On peut tout dire à condition qu'en face, on puisse traduire ça, le décortiquer et dire que c'est éventuellement une erreur. Si quelqu'un vient au Café Philo veut dire la Terre elle est plate, on va lui expliquer qu'elle n'est pas plate, parce qu'on a des arguments pour. Il faut argumenter, mais comment savoir ce que les gens ont dans la tête s'ils n'expriment pas ça et si entre eux, si entre nous, si tous les gens qui pensent que la Terre est plate se réunissent entre eux. Pourquoi il y a une tendance aujourd'hui de plus en plus normer le discours? Parce que ça rassure. Un discours normé, il n'y a pas d'angoisse. Il n'y a pas de peut-être nous ferons ceci, mais si, machin. Tout est normé parce que tout le monde s'y reconnaît, tout le monde parle une même novlangue, dans laquelle d'ailleurs il y a beaucoup de mots d'anglais, ce que je regrette, parce que le français est assez riche pour exprimer beaucoup de choses. Donc le discours normé, pour moi, c'est un discours de la normalisation, ce qu'on a reproché aux pays de l'Est et à d'autres pays à une époque, c'est-à-dire un discours de la sécuritaire et pas du tout un discours démocratique. La révolte des Gilets jaunes, on y voit quelque chose de philosophique dedans? Ah, très certainement, oui. Je dirais que pour nous, au Café Philo, qui sommes quand même un peu des observateurs de la société, on est un peu philosophes, psychologues, sociologues, tout ça et tout, voir comment une pensée s'est mise en branle à soulever des milliers de gens sur des injustices très basiques, le prix du pétrole, pour faire son boulot comme on veut, il était assez inimaginable, un an avant les Gilets jaunes, qu'un jour puisse exister en France, dans ce pays, depuis mai 68, on n'avait rien vu de tel, un mouvement comme celui des Gilets jaunes. Donc c'est quelque chose qui évidemment pose question. Ça veut dire que dans cette société qui nous paraît très normée, très lissée, très polissée, il y a des gens qui osent penser autrement et qui osent agir autrement. Même si on n'est pas d'accord sur les formes d'action, leurs pensées, même s'ils ont évolué dans le temps, et tout. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic. Comme en mai 68, il y a eu un déclic. Ça ne veut pas dire que je suis pour ou contre mai 68. J'étais dans mai 68, j'ai fait ce qu'il y avait à faire en mai 68, point à la ligne. Mais c'est des moments qui marquent l'histoire de ce pays. Et le mouvement des Gilets jaunes marquera l'histoire de ce pays. Et il n'est pas fini. C'est quoi l'intérêt public? Alors, déjà, c'est un vilain mot, l'intérêt. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt public, je pense qu'il y a des biens communs. L'intérêt public, je m'en méfie. C'est quelque chose, quand on dit décréter d'utilité publique ou autre, je m'en méfie. Nous avons des biens communs, et il y a des gens qui se permettent d'accaparer des biens communs à titre privé. C'est quoi le bien commun alors? L'eau, l'air, l'espace, la nature. Tout ça, c'est notre bien commun. Le droit de parler comme on parle, c'est un bien que l'on va être commun. Mais il y a bien des pays, et même en France, où on ne peut pas parler comme on parle ici. Donc le bien commun, c'est ça. Et pourquoi le bien commun de la terre, il serait réservé à certaines élites, et pourquoi le bien commun de la culture devrait être réservé à certains, aux personnages? Non, nous avons un bien commun que nous partageons en tant qu'humanité, en tant qu'individu, en tant qu'humanité, c'est pareil, on est liés.
Un tram qui s'arrête à 2 km de la plage, il est où le bien commun? Eh ben, c'est là où L'intérêt public, eh ben, le regard du philosophe. vous avez dit l'intérêt privé. J'ai dit l'intérêt public. Oui, l'intérêt public. Le coup du tram à Palavas. Bon, moi j'ai connu le petit train qui partait de la Comédie et de l'Esplanade et qui allait à Palavas. C'était fantastique. Parce que ce petit train, là, il a été créé au début du XXe siècle. Là. Oui, tout à fait. Et donc il allait jusqu'à Palavas. Oui. Là, on fait un tramway. Je l'ai emprunté. Je l'ai emprunté. Ah, vous l'avez emprunté? Oui. Avec mes parents, je venais des Cévennes. Et pour les Cévenols, c'était dans la journée le moyen d'aller à la mer directement à Palavas et de revenir le soir. C'était fantastique. Pour le coup du tram, on voit bien là que l'intérêt commun, l'intérêt de la population n'a pas été pris en compte. Qu'est-ce que c'est qui peut justifier le fait de s'arrêter à 2-3 km de la mer alors qu'on a une ligne de tram qui arrive, qui a très peu de génie civil à faire, si ce n'est un intérêt particulier, je dirais mesquin, politiquement mesquin, de vouloir brimer Palavas parce que Palavas ne marche pas sur le pli de la couture du pantalon. Et je crois que les citoyens doivent regarder ça de cette manière-là. Pourquoi ils sont privés d'aller à Palavas? Alors on me dira, il y a une navette, tout ça. Oui, certes, il y a une navette, mais c'est pas, on aurait pu y aller direct, ça aurait coûté moins cher qu'aujourd'hui de penser à faire l'extension. Donc il n'y a pas eu du tout l'intérêt commun, ni l'intérêt public, ni quoi que ce soit dans cette décision. La semaine dernière, là, on parlait des leaders déviants avec notre invité qui était à votre place. Oui. Est-ce que la philosophie est déviante ou elle est là pour être un peu normative? Je ne sais pas ce que c'est une philosophie déviante. Vous avez un exemple? Non. Bon, c'est une provocation, hein, je suppose. Bon, c'est pour vous laisser réfléchir. Oui, mais merci, merci pour la pirouette, c'est pas mal. Non, je dirais que la philosophie, elle peut examiner les déviances, parce qu'il y a des déviances, évidemment, les individus peuvent être déviants, les sociétés peuvent être déviantes, et je crois que le but de la philosophie et des philosophes, de certains philosophes en tout cas, c'est d'examiner pourquoi on dévie. Et pas dire qu'en soi, il y a une nature humaine qui fait que les gens sont déviants. Non, les gens ou les sociétés deviennent déviants. Ils se transforment en êtres. Au début, on est un gamin, on n'est pas déviant, on s'amuse avec les autres, on fait des trucs. Et après, quand on rentre dans la cour des grands et qu'on fait de la politique, peut-être que là, on devient déviant. Mais pourquoi? Quelles sont les raisons? Est-ce que c'est l'argent qui vous pourrit? Est-ce qu'on ne devrait pas ne pas payer les élus, par exemple, autant qu'ils sont payés, les payer comme la Commune de Paris, par un salaire d'ouvrier moyen dans la région? Des choses dans ce style. C'est tout ça qu'il faut réfléchir. Oui, est-ce que les écologistes ne sont pas réactionnaires? Parce qu'ils sont contre la 5G. Ils veulent qu'on arrête le Tour de France. Ils veulent plus de sapin de Noël. Ils nous mettent des oukases pour les pistes de vélo. Si on était il y a 200 ans ou 80 ans, ils seraient pour la calèche contre les trains à vapeur. Alors, sur l'écologie, pour moi, d'abord, l'écologie, c'est une science. Donc, je ne vois pas pourquoi un mouvement politique accapare le mot écologie. Je parlerai d'écologisme, qui est une idéologie plaquée sur la nature, ou sur une idée de la nature. Vous êtes écologue? Écologue, c'est le mec qui fait de l'écologie. Vous passez votre temps dans la nature et dans les Oui, grottes. absolument. On peut dire ça, oui, effectivement. Moi, la nature, je suis confronté constamment Non, mais l'écologie politique, alors? Ben, on est dans l'écologie, c'est-à-dire on est dans une... restrictive, nous restreint notre champ de liberté. Oui, mais ils ne sont pas les seuls. La seule chose, c'est que là, c'est différent parce que ça présente les atours de quelque chose qui veut protéger le monde, qui veut nous protéger des méfaits de la société, de la technique, tout ça et tout. Non, mais je ne dis pas que je suis d'accord, je dis que ça marche. Nous protéger. Ça marche parce que ça, c'est pas réactionnaire au sens où ça ne veut pas nous retirer en arrière, mais par exemple, il faut de la voiture électrique, par exemple. Bon, très bien la voiture électrique, mais la voiture électrique, on ne sait pas comment on va l'éliminer. Et en plus, dans les pays où on produit les métaux rares,
c'est des gamins qui sont exploités, qui nous permettent de rouler en véhicule électrique. Oui. Quand j'entends pour la chasse, par exemple, je connais les chasseurs, bon, il faut arrêter de tuer les animaux, les sangliers. Ben, les sangliers, ils pullulent parce que bon, les chasseurs, et puis ça pullule tout seul. Mais les cerfs, il y a des cerfs et des biches et des dents là-bas sur le Larzac. Ah, il ne faut pas les tuer, tout ça et tout. Mais quelqu'un est venu ici un jour, un écologiste, un vrai, un écologue. Il a dit, si vous tuez les cerfs, dans 20 ans, la forêt, elle est détruite. Il n'y a plus de forêt, c'est un désert, le Larzac. Donc je crois qu'il y a une méconnaissance des écologistes politiques de l'écologie réelle. Et donc, ils ont tendance à projeter sur l'être humain une idéologie qui est pas adaptée à l'évolution de la société. Après, tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas de pollution, qu'il ne faut pas de ceci, qu'il ne faut pas de cela. Mais ce n'est pas par des mesures autoritaires comme ça que ça se passe. Il faut voir à un niveau plus global comment la société fonctionne et comment on en est arrivé là. Comment justement on a... Mais aujourd'hui, vous ne sentez pas qu'on est dans le coercitif? Si, on est là, mais de tous les côtés. On vous fait mettre un masque, c'est coercitif. On vous empêche d'aller au bistrot, c'est coercitif. On détruit les petites entreprises, comme les bistrots, les épiceries, tous les petits magasins là, qui ont plié, on est en coercitif. Et donc on a des mouvements politiques qui aujourd'hui sont au pouvoir, et qui aussi veulent jouer le coercitif, mais pour notre bien. Tout ça, c'est au nom du bien. Je ne suis pas tout à fait d'accord, ça dépend de la notion du bien qu'on a. Voilà, donc est-ce que les hommes politiques contrôlent finalement quelque chose? Pas tellement. Je pense qu'ils sont là, ce sont des gestionnaires. Et ils gèrent pour des intérêts. Bon, moi qui connais Montpellier à l'époque d'Elmas et qui l'ai vu après devenir ce qu'elle est, une boursouflure sur ce littoral, avec tout ce qui s'est passé au niveau immobilier, on voit bien qu'à un moment donné, il a fallu des décisions politiques pour autoriser ça. Pour autoriser aujourd'hui le fait que cette ville où on vivait bien devienne atroce au niveau circulation, au niveau habitat, empilement. Et plus, sans parler du chômage, on se vante d'avoir 1000 personnes de plus par mois, mais on a combien de plus au chômage tous les mois aussi, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'usine, il n'y a rien ici. Donc je crois que les hommes politiques sont essentiellement des gestionnaires. Ce ne sont pas des politiques au sens philosophique du terme. Est-ce que dénoncer les errances des hommes politiques, ça fait du mal à la démocratie? Non, je pense que c'est très sain. C'est ce que dit Machiavel. Il dit, si le prince il ne respecte pas la vertu, c'est-à-dire respecter les gens, respecter leur liberté, respecter le fait qu'il doit bouffer, tout ça et tout, il faut que le peuple renverse le prince. C'est la leçon de la première décade de Tite-Live que personne ne lit, du prince, de Machiavel. Donc faire une critique du politique, c'est pas être contre les politiques ou contre la politique, c'est être une manière de gérer les hommes comme des choses. D'accord. Que pensez-vous de l'attitude du sénateur Jean-Pierre Grand lorsqu'on lui demande s'il a honoré ses reconnaissances de dette auprès des promoteurs? Il nous répond pas, il nous dit il nous affuble de journal vichyciste, vichysois ou vichiciste, je sais pas. Ah oui, vichysois, oui. Je sais pas, je ne connais pas l'affaire. Quelle est cette affaire? Il ne veut pas rembourser quoi? Non, mais il a des reconnaissances de dette anciennes de promoteurs, et quand on lui demande s'il a remboursé ses reconnaissances de dette, il nous dit, il veut pas nous répondre. Ah, il nous dit qu'on a des journaux qui dénoncent donc de Vichy. Voilà, c'est son argument. Oui, ça c'est un argument faible, parce que La Glorieuse, sa spécificité, c'est d'être justement le seul journal local, régional, qui met le doigt là où ça fait mal. La Gazette de Montpellier, Midi Libre, les autres, eux c'est lisse, tout est lisse, Monsieur Grand, pas de problème. Bon, donc qu'on traite des gens qui ont pour habitude avec humour, de dézinguer un petit peu certains et de montrer la réalité. Ce qui me plaît dans La Glorieuse, c'est la caverne de Platon. C'est M. Pluche qui prend la main du type qui est devant l'écran, qui est vers l'esprit borné, qui lui dit « Retourne-toi parce que derrière, tu as vu ce qu'il a fait M. Grand ?» et qu'il écrit, quoi. Voilà, ça c'est salutaire, c'est très salutaire. Alors que le mec d'en face, il dise « Vous êtes des Vichy, c'est parce que c'est la délation ». C'est son problème, mais c'est un argument d'une faiblesse, pour moi, philosophique. Au niveau philosophique, c'est extrêmement faible.
C'est très faible, et en plus, bon, après, je vous dis comment, je sais pas ce que ça peut donner. Bon, Une reconnaissance de dette, c'est une reconnaissance de dette, voilà. Monsieur oui, le promoteur, il je m'a vous prêté tant, dois, je vous dois tant. je dois tant. Voilà. Voilà, c'est tout. Bon, eh ben oui, mais s'il est pas prêt à reconnaître même les faits, c'est qu'il y a un gros problème. Bon, sur ces bonnes paroles de démocratie, on va terminer par la question chapeau. Voilà, tenez. Alors, je précise qu'il y a plusieurs questions dans le chapeau, quand même. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui croient que M. Cuche truande. Alors, politique. Est-ce que l'on peut dire qu'actuellement le collectif se dissout dans le culte de la personnalité? Je dis, oui, c'est une bonne question. Merci. Non, je ne dis pas ça par flatterie. Je précise que rien n'était préparé, bien sûr. Oui, tout à fait. Aucune question n'a été. Non, on n'a n'a pas. été. Non, ça, c'est quand même. Enfin, je m'y serais opposé en tant que philosophe. De toute façon, on doit une honnêteté aux gens qui regardent et qui écoutent. Donc, pour en revenir à la question, le collectif se dissout. Il y a longtemps que le collectif se dissout dans la personnalité, se dissout dans le culte de la personnalité. Et c'est très curieux parce que s'il dissout dans un culte de la personnalité qui est pas pratiquement pas individualiste. Je prends un exemple. Combien de gamins mettent des maillots à l'époque de Zidane, maintenant de Messi, tout ça et tout? C'est-à-dire, ils abolissent leur personnalité en voulant ressembler à une idole. Qu'est-ce que c'est cette société qui fabrique des idoles pour que les gens s'emparent des morceaux de l'idole pour devenir eux-mêmes des semblants de l'idole? Et le culte de la personnalité, moi je le vois apparaître par la floraison exponentielle des tatouages. Alors ça, je trouve très étonnant que le corps, le dernier rempart de notre intimité, devienne le support de ce que les gens pensent que les autres doivent regarder. Alors que ce qui nous intéresse, c'est leur pensée, comment ils sont, s'ils sont honnêtes, malhonnêtes, si on peut discuter avec eux, si on peut échanger. Non, il faut marquer sur son corps un genre de territoire autonome. Je suis mon tatouage. Ouais, il faut m'accepter comme ça. Comme le piercing ou toutes ces conneries. Voilà, bon. Je trouve ça étrange. Alors oui, effectivement, ça a permis... Alors, ça s'est vu aussi dans d'autres phénomènes qu'on appelle sociétaux, hein, tout les mouvements LGBT, tous ces trucs-là. L'antipartisme aussi. L'antiparti, quand on voit ce que les partis ont fait dans ce pays depuis plus de 50 ans, je ne vois pas pourquoi les gens seraient pour les partis. Mais je voudrais terminer sur ce collectif et culte à personnalité. Le danger de notre époque, c'est effectivement le repliement sur le nombril, le repliement sur l'individu, sur le moi-je, sur lequel surfent énormément de gourous sur YouTube, etc. et tout, développement personnel. Vous allez à Soros, le rayon développement personnel a plus de place que le rayon philosophie. Bon, c'est un point à la ligne, quoi. Tout est là, quoi. Bon, donc, il y a plein de stages à Montpellier, plein de rencontres qui se font sur, justement, que l'individu implose sur son nombril et qu'il soit plus en communication avec les autres. C'est pour ça que j'en reviens là à la renaissance du collectif avec les Gilets jaunes. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, et on en a parlé au Café Philo, puisqu'il y en a qui sont venus, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est cet aspect de le collectif qui revient, et qui revient par là où on n'attend pas, quoi. C'est-à-dire, par là où on devrait l'attendre, c'est-à-dire l'économie, ce qui est la base de tout. Marx disait qu'il fallait prendre les choses à la racine. Et donc, il disait que pour ça, il était radical. Et la racine, c'est quand même quand on mange, quand on boit, quand on a froid, quand on a chaud. Et les gens qui sont révoltés, c'est pas pour leur tatouage, leur piercing, leur genre, leur sexe, je sais pas quoi, machin, parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils ne pouvaient plus nourrir leurs gamins. Voilà, c'est tout. Donc c'est ça qui me plaît dans la société dans laquelle nous vivons, c'est que derrière les apparences d'une normalité individuelle émerge une conscience collective. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Et longue vie à la glorieuse.